Bonjour. Tout à l'heure, quand tu parlais de postfix, tu disais que le Verify était désactivé pour éviter les spams. Et du coup, maintenant, enfin, à l'époque, à quoi il servait à part juste vérifier l'existence de l'adresse? Et maintenant, est-ce qu'on a quelque chose pour le remplacer? Alors, on n'a aucune raison de le remplacer dans le sens où les seuls usages valables que je pourrais voir, c'est les spammers. Parce que sinon, vous envoyez le mail à l'adresse destinataire. Et si ça marche pas, il va vous envoyer un bounce. Donc vous allez être au courant relativement vite que ça marche pas. L'avantage du bounce, c'est qu'il y a eu une trace pour le serveur qui reçoit le mail, comme quoi ce mail n'existe pas. Et si vous envoyez un mail à quelqu'un qui existe, il l'a reçu, le job's down et on est tranquille. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi et par qui ça a été créé, le Verify? Alors, la RFC 822, elle date de... Oula, 1980 quelque chose. Elle doit dater, je l'ouvre pour vous. Oh ouais, ça doit dater des années 80, un truc comme ça. Elle date de 1982. Voilà, 13 août 82. En 1982, l'Internet était encore jeune, il avait encore plein d'illusions, et il s'imaginait probablement encore qu'on pourrait, grâce à ça, fournir un vrai service. C'est vrai que c'est pratique de pouvoir savoir si on va écrire à quelqu'un qui est là ou qui a déjà déménagé. Je pense que ça s'arrête un peu là. J'ai pas d'explication plus que ça, mais c'est l'idée, quoi. Cela dit, je dis ça, mais je trouve pas Verify. En fait, c'est pas dans RFC 822. C'est ce que j'étais en train de voir. 822, c'est le format MIME. Merci Stéphane. 821, c'est SMTP. Donc c'est dans RFC 821 qui date donc d'encore avant. Ils voyaient ça déjà comme une additional feature. Donc c'était déjà vu comme un truc en plus. Donc le fait que ce soit désactivé n'est pas vu comme étant un problème. Et d'ailleurs, c'est pas une commande qui est obligatoire d'implémenter dans le. Et on peut même mettre éventuellement des motifs. D'ailleurs, je veux dire verify Smith. S'il y a plusieurs Smiths, il va répondre 553 ambiguous. Donc en gros, je pense que c'est historique et ça a plus rendre service, mais bon, c'est plus le cas depuis très longtemps. Merci déjà. J'avais une question. Comment tu expliques que sur FRNUG, à peu près environ tous les mois, les gens se battent pour dire ah, Google m'a bloqué, ah, Yahoo m'a bloqué, j'ai eu un spammer, et comment tu expliques que malgré tout ce que tu as montré, on n'arrive pas à dire bon, l'attaque est terminée, tu peux reprendre tes mails automatiquement? C'est ce que je disais tout à l'heure, ces gros acteurs, ils font ce qu'ils veulent. Il y a un petit côté mafieux dans l'histoire même des Gmail, des Yahoo et des AOL et compagnie. Le coup du ouais, j'ai eu un spammer, bah t'as eu un spammer quoi. Enfin, vous avez des applications web, faites attention, mettez à jour, sécurisez-les, écrivez du meilleur code. C'est quasiment une punition méritée. C'est-à-dire si on a fait une appli et que sur cette appli web, il y a un serveur SMTP à côté et qu'ils se sont fait pirater et que le gars a servi pour envoyer du mail à la tonne, ben, vous l'avez mérité. Donc les gens se plaignent, mais c'est parce qu'il y a une incompétence à un instant T. Dans la série, par exemple, Postfix, il a un démon, j'ai oublié son nom, Anvil. Il y a Anvil dans Postfix qui permet de dire je veux pas pouvoir être autorisé, moi-même, Postfix, même, contre même si on me le demande gentiment avec des utilisateurs locaux, d'envoyer plus de X mails à la seconde ou X mails à la minute. Ce qui fait que si vous savez que vous avez une moyenne, genre voilà, vous n'avez pas de raison d'en envoyer plus parce que l'appli elle sert à un niveau temps, vous dites ok, je me positionne un peu au-dessus, ce qui fait que si j'ai un spammer, il va être shapé, il va éviter, on va avoir une mail queue qui va exploser, mais au moins on n'aura pas spammé le monde. Et grâce à ça, vous pourriez déjà limiter le gros des débits. Il y a aussi beaucoup qui disent ouais, je suis spammé par Google juste parce qu'ils n'ont pas suivi le monde du mail et qu'ils n'ont pas vu que des KIM devenaient nécessaires, ou etc. Donc ces choses-là, c'est ce que je tweetais récemment, c'est le mail, c'est un monde changeant, c'est un monde qui bouge beaucoup, où il faut vraiment suivre les agissements des gros acteurs et des gros fournisseurs et de tout le monde pour voir un peu comment on peut continuer à devenir performant dans ce milieu. C'est lourd, c'est un vrai métier à part entière, c'est ce qui fait que c'est difficile de s'héberger son mail soi-même. Et à la fois, c'est pas si difficile de s'héberger son mail soi-même parce que quand on héberge son mail soi-même, on n'a aucune raison d'envoyer des milliers de mails. Et quand on n'envoie pas des milliers de mails, ça passe. Quand on est signé des KIM, qu'on a un reverse propre, qu'on a assez lavé les mains avec le DNS, etc. Donc voilà, ils se plaignent, mais souvent c'est plus de l'incompétence que ou des problèmes de sécurité. Voilà, bah, faites attention à votre sécurité, mettez des rate limiting, voire mettez de l'anti-spam sortant, et si ça déclenche, vous coupez votre serveur de mail le temps qu'il y a un humain qui aille voir. Votre serveur de mail sortant d'une appli web, s'il voit qu'il y a un pépin, vous l'éteignez automatiquement. C'est pas grave.
Il va faire, vous éteignez juste le SMTP sortant. Dans Postfix, vous avez le master.cf, je pourrais vous le montrer d'ailleurs. Excusez-moi, je vais faire une nouvelle fenêtre. On va quitter ça. Excusez-moi, ça va prendre un instant. Voilà, donc là j'ai une machine d'exemple. Donc quand je disais le master.cf, il y a une ligne exprès. Alors celle-là, elle n'est pas très connue parce qu'on regarde rarement. On regarde rarement le reste, toute la partie haute. Là, on regarde rarement dans PostFix. On regarde souvent ce qui est au-dessus. C'est-à-dire le SMTPD, c'est parce que vous voyez, c'est-à-dire on le travaille beaucoup. Mais les autres lignes, on les regarde pas trop parce que c'est tout le travail, toute la tambouille interne de Postfix. Par exemple, bounce, c'est celui qui est chargé d'émettre les bounces en sortie ou en entrée selon où ils sont. Local, c'est celui qui est chargé de stocker de pousser les mails dans les boîtes locales, genre route, etc. Il y en a un qui est intéressant, c'est SMTP. SMTP, c'est celui qui fait les mails sortants. C'est le client SMTP. Donc si vous vous mettez à spammer le monde, ça va être à travers lui. Donc nous, on a des systèmes par exemple automatiques au-delà d'un certain seuil sur certains serveurs qui ne sont pas, qui font pas de MX ou qui ne sont pas des serveurs par lesquels relayent les clients, donc que pour des applis web. Donc c'est pas beaucoup de machines, mais quand même que pour les applis web. Le SMTP ici, s'il dépasse un certain seuil, on met un dièse là-dedans et on reload Postfix. Ce qui fait que Postfix, il peut recevoir des mails à envoyer, mais il n'en fera rien. Il va les mettre dans sa mail queue. Et nous, on a la mail queue qui va grossir. Ça va prévenir Nagios, qui est la supervision, qui va dire « Oula, j'ai une mail queue de plus de 500 mails sur ce serveur, ça va pas du tout. » Ça va réveiller l'astreinte, qui va aller voir ce qui se passe. Enfin non, ça ne réveille pas l'astreinte, on attend le lendemain matin. Mais en gros, c'est ça. Sur ce genre de machine, on attend le lendemain matin. Si c'était un relais de mail, avec des clients qui font du SMTP, là, on réveillerait l'astreinte. Donc voilà, ça, c'est très pratique. Ah oui. Oui. Hein, ton laser, ça envoie un tilde, Yvan. Oui, c'est dangereux. Donc ce SMTP-là, si on le commente ici, ça permet de couper les sorties de mail. Donc voilà, ça c'est des trucs pour se blinder et éviter de se faire passer pour un spammer. L'autre solution, c'est d'avoir des relais dont vous savez qu'ils envoient toujours du mail propre, genre de grosses mailing lists, de gros prestataires. Et si un jour vous avez une machine qui se fait ponctuellement spammer, si vous savez que pendant une semaine elle va être blacklistée par Free et Gmail, bah pendant une semaine, pour les mails destinés à Free et Gmail, vous les passez par un relais à vous, intermédiaire avec Relay Host ou Relay Map, un truc comme ça. Il y a une fonction dans Postfix pour ça, je retrouve. C'est Transport Map, tout simplement. Avec Transport Map, vous dites par exemple free.fr, SMTP l'autre relais d'à côté, qui va autoriser votre serveur, il faut l'autoriser avant, et comme ça vous passez par une machine qui a une meilleure réputation. Et grâce à ça, bah, vous n'êtes pas blacklisté plus que le temps de s'en rendre compte et de faire le tour. Bonsoir. Déjà merci pour la conférence, c'était très intéressante. J'avais deux petites remarques et une question. Première remarque tout à l'heure, donc dans la conf de Postfix, tu précisais l'utilité effectivement du recipient delimiter avec le plus. Le souci, c'est que, comme tu le soulignais au début de la conf, la vérification d'adresse email, c'est très compliqué et il y en a beaucoup qui le font mal et ça devient très compliqué d'utiliser cette petite astuce de mettre un plus dans l'adresse parce qu'il y a beaucoup de formulaires automatiques web qui le rejettent, malheureusement. Donc voilà, c'était une première petite remarque. Et deuxième remarque, effectivement, dans la lutte nécessaire contre le spam, il y en a beaucoup qui tentent un petit peu de s'auto-héberger, comme dont je fais partie, je débute un peu. Et c'est vrai qu'on sait, il y a quelques mois, lorsque Google a durci beaucoup ses règles, il y en a beaucoup qui se sont fait rejeter, notamment tous ceux qui avaient essayé de mettre en place de l'IPv6, ou sur des FAI à qui théoriquement il faut dire merci. Ils permettent de personnaliser les reverse IPv4, mais pas encore les reverse IPv6. Et donc pour Google par exemple, il a fallu trouver des hacks où on forçait le protocole IPv4 uniquement pour Google pour essayer quand même de prioriser l'IPv6. C'est très courageux. Moi j'aurais désactivé l'IPv6 sur ce genre de prestataire, voilà. Tout simplement. Parce qu'ils ne fournissent pas le service IPv6 de manière suffisamment noble, entre guillemets, enfin complète en tout cas. C'est comme je dis, si vous n'avez pas le DNS propre, faites pas de mail. Donc si vous avez le DNS que V4 propre, faites du mail que V4. Et allez râler auprès de votre fournisseur en disant on a besoin nécessairement d'un reverse IPv6. J'ai pas connaissance de FAI, de fournisseurs d'hébergement qui permettent pas ça aujourd'hui. En France en tout cas.
Les derniers qui restaient le font maintenant. Et par contre, au niveau fournisseur d'accès, il y a un nom en tête ou... Free. Et on ne peut toujours pas personnaliser son IPv6. Il y a quelques semaines, c'était pas le cas en tout cas. D'accord, merci. C'est une info intéressante pour tout le monde. Le reverse du V4 marche très bien, on peut très bien débloquer le SMTP sortant sans aucun frais ni rien, mais au niveau du V6, alors il le propose, il y a plein de choses qui marchent très bien, mais le reverse V6 marchait pas, dernière nouvelle. Et dernière petite question, donc il y en a beaucoup, il y a certains provocateurs, on entend beaucoup, qui disent qu'il faudrait que le mail se mette à mourir. Alors, en partie à cause du spam, parce qu'il est vieux, parce qu'il est lourd, parce que soi-disant qu'il est, il est compliqué à utiliser. Est-ce que tu entrevois un protocole qui pourrait remplacer à l'avenir le mail, un ou plusieurs Alors, protocoles? Évidemment, je pense qu'il y a la moitié de la salle qui sait auquel je pense. Je pense à XMPP. XMPP a un avantage important, c'est qu'il permet l'amitié bidirectionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez demander à quelqu'un d'autoriser à voir, vous pouvez donner à quelqu'un l'autorisation de voir quand vous êtes en ligne ou pas, et vous pouvez demander à quelqu'un qui vous autorise à voir quand il est en ligne ou pas. Cette notion d'abonnement mono ou bidirectionnel fait qu'XMPP gère un peu le carnet d'adresses et les asynchronicités, enfin les déséquilibres possibles de ce type de relation, et ça permet d'avoir des gens en qui on a confiance et à qui les autres on n'a pas confiance. Cela dit, ça ne va pas résoudre le problème du spam. Parce que si demain XMPP devient le protocole que tout le monde utilise pour communiquer de manière asynchrone, parce qu'aujourd'hui c'est surtout fait pour du chat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le protocole de chat de Google Talk et de tous les gens qui font ce qu'on appelle le protocole Jabber, qui est aussi un protocole qui est complètement décentralisé comme l'est le mail, dans les mêmes proportions qu'est le mail aujourd'hui, et qui a ça de très bien, c'est qu'il utilise la même notation. Mon Jabber, c'est, d'ailleurs on le voit ici, voilà. Pourquoi je suis là? Voilà, mon Jabber, c'est benjamin@mailfr.com. Vous pouvez m'écrire un mail à benjamin@mailfr.com, ça arrivera aussi. Il n'y a que les spammers qui le font, mais bon. D'ailleurs, c'est une bonne façon de les détecter. Et par exemple, je crois qu'il y a une dizaine de personnes ici avec lesquelles je suis en contact en XMPP, donc c'est vraiment un beau protocole. Parce qu'il permet le chat, l'envoi de messages à froid, c'est-à-dire quand je ne suis pas connecté au chat. Il permet l'envoi de fichiers, il permet beaucoup de choses. Il y a des réseaux sociaux comme Movim que je recommande qui se basent sur XMPP. Donc c'est super intéressant, mais je ne pense pas que ça remplacera de sitôt le mail. Pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, c'est que y a des énormes enjeux avec tous les Gmail, les Yahoo et compagnie, avec toutes les boîtes qui utilisent ça massivement pour leur communication, et il y en a qui ont beau l'abandonner pour des raisons plus ou moins fallacieuses, on ne sait pas s'organiser, donc on trouve des coupables, genre le mail. Je crois que c'est Atos qui a fait ça à une époque. Ça reste quand même un moyen de communication ultra pratique qui permet de ne pas répondre, qui permet de la synchrone, qui permet des pièces jointes de toute taille, qui permet beaucoup de choses, quoi. De la discussion de groupe, ça a tous les attributs qu'on pourrait demander d'une communication humaine correcte, voilà, temps réel ou pas, on peut quasiment chatter par mail, on a tous vécu ça, d'envoyer un mail, d'avoir une réponse tout de suite, de répondre tout de suite, et en 10 minutes on a fait 6 échanges de mails, et toc, la solution est trouvée, et on a résolu un problème. Donc je pense pas que de sitôt ce protocole disparaîtra, même ceux qui nous disaient à une époque où on commençait à avoir des applis web, genre les Gmail, web, et tout un tas de Facebook et compagnie, on se dit ouais, tout va être par des pages web. Ouais, Thunderbird a encore de beaux jours devant lui. Et les nouveautés qu'on voit dans le mail, même si elles font appel parfois à des webmails comme Mailpile ou comme Calliopen ou d'autres projets du même genre, vont certes vers des systèmes de pages web, mais qu'on peut auto-héberger chez soi, genre très facilement, ce que propose Mailpile, ou ce qu'essaie de proposer Mailpile. Donc même si ça restera du web pour certains aspects du protocole, en tout cas de l'interface, derrière ça va rester du POP, de l'IMAP et du SMTP. Enfin, du l'IMAP et du SMTP en l'occurrence. Donc je pense pas qu'on arrivera à la fin du mail de sitôt. Donc clairement, toutes ces compétences-là, elles ont une valeur. Travaillez-les si vous avez envie. Et il y a du boulot très intéressant à faire dans ce domaine-là. Et voilà. Merci. Question un peu plus technique. Vu que maintenant j'ai plus aucune excuse pour ne pas héberger mes mails moi-même, est-ce que tu connais ou recommandes des docs sur le web ou quoi, sur la configuration en pratique de Postfix et qui expliquent bien tous les aspects, genre l'anti-spam, la vérification du DNS et tout ça? Alors je vous ai donné un certain nombre de mots-clés ce soir. Postfix a une excellente documentation interne. Faut juste comprendre un peu le main.cf versus le master. Le master, c'est les démons qui tournent. Le main, c'est la configuration globale.
Faut lire la documentation de Postfix, elle est en anglais, mais elle est vraiment super bien écrite. Pour moi, c'est ce qui fait un des succès principaux de Postfix face à Exim ou face à d'autres solutions de mail un peu plus jeunes ou un peu plus anciennes, même si on regarde SendMail. Les autres logiciels que je recommande, il y a Dovecot. Pareil, Dovecot a un wiki, la version 1.2, enfin la version 2 de Dovecot est très bien et le wiki décrit assez bien comment configurer tout ça. Pour les systèmes anti-spam, enfin voilà, dans la conf, là, je vous ai donné le dessus de l'iceberg. C'est-à-dire vraiment, voilà, faut penser à faire du DNS proprement avec le gros débit de comment on fait. Je vous ai donné les explications. Pour tout ce qui est après lutte contre le spam, voyez les docs de Amavis, Spam Assassin ou des spams. C'est les outils principaux que je recommande. Si vous avez ces mots-clés-là, vous allez trouver de la doc en français, vous allez trouver de la doc en allemand, en anglais, de gens qui ont installé ces systèmes-là. J'ai pas de doc en particulier sous la main, mais moi-même, je fais des recherches Google très fréquemment sur ce genre d'outils, et on trouve toujours assez facilement des docs de référence. Pour ce qui est de Postfix et Dovecot, vraiment leurs docs officiels sur leur site officiel sont très bien. Et revoyez les diapos qu'on mettra sur conf.fr pour tout ce qui est DNS. Parce que pour le coup, je vois pas l'endroit où on explique vraiment un peu tous ces aspects-là. D'autres questions ? C'était très impressionnant comme conférence par la quantité des choses traitées. D'ailleurs, c'est un peu la question précédente. On trouve des tas de docs ponctuels sur tel ou tel aspect, mais c'est vrai qu'on manque d'informations globales quand on débute. Et donc là, cette conférence est très utile. Pendant une bonne partie de la conf, je me suis dit, mais il parle vraiment de tout. De quoi il va oublier de parler? J'ai eu du mal, mais il y a quand même une question que tu n'as pas abordée. C'est tout ce qui est les adresses de courrier. Enfin, d'une manière générale, tout le problème de l'internationalisation et notamment des adresses de courrier internationalisées. C'est exprès parce que les vrais dinos écrivent qu'en ASCII 7 bits, ou c'est parce que tu n'as pas encore testé, ou Alors, à titre professionnel, j'héberge le MX de icom.museum et le A aussi, le site web et le mail de l'ICOM, qui est le Conseil international des musées. C'est un peu l'ONU des musées. C'est un truc de l'ONU ou de l'OCDE, je sais plus. Et c'est une des premières organisations avec Musdoma à l'époque à avoir déployé ce qu'on appelait IDN, qui était l'internationalisation des noms de domaine. Et en gros, ils avaient créé des noms de domaine en .museum, en arabe, en farsi, en russe, en chinois, en japonais, en coréen, etc. C'est drôle, ça fait qu'on peut aujourd'hui avoir des noms de domaine avec des accents, pour nous, français, ou avec des caractères spéciaux pour toutes les langues non latines. Avec des logiciels comme Postfix, ça marche très bien, out of the box, il n'y a rien à faire. J'ai mis tout à l'heure ça, c'est un article qu'a écrit Stéphane Borsmeyer qui vient de poser la question. Voilà, voilà, cet article, lisez-le, il met très bien en place le problème, donc si je ne l'ai pas abordé, c'est aussi parce qu'il y a des articles comme celui-là qui en parlent. En gros, il y a beaucoup de logiciels qui refusent, y compris des logiciels genre Exchange, Lotus, qui refusent des mails pourtant légitimes, juste parce qu'ils ont des accents à droite de leur basse, bien que ce soit légitime. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été puny-codés, donc ils n'ont pas l'encodage qui permet de revenir à un nom de domaine sans accent, ou des choses bizarres à gauche de leur basse, ce qui est encore pire. Là, la plupart du temps, ça passe pas. Donc l'espace, c'est l'exemple pire, mais même Félix le chat avec un accent sur le E, ça passe pas sur la plupart des serveurs de mail, type Hotmail, Gmail. Gmail, ça passe, mais Hotmail, ça passe pas. On a encore essayé ce matin. Et donc, si vous voulez, le fait que ça passe pas fait que personne utilise. C'est une histoire de fait de poule, quoi. Pourquoi il n'y a plus de RER après 23h11 RERC? C'est parce que personne prend de RERC après 23h11. Oh, wait. Mais s'il n'y a pas de RER après 23h11, personne n'en prendra. Donc on a une espèce de boucle nocive pour ce type de domaine qui fait que, objectivement, j'ai jamais vu, même à l'ICOM, de mail avec à gauche de l'arrobase des trucs en farsi ou en chinois ou en japonais. Et en tout cas dans mon métier. Donc pour l'instant, c'est pas un problème que j'ai traité, si ce n'est le traiter en utilisant des logiciels dont je sais qu'ils supportent ce type de notation et qui ne râlent pas quand on utilise ce type de notation. Et alors, ça, c'est en tant qu'utilisateur Admin 6. Donc je vous conseille d'utiliser quand même des logiciels qui prétendent au moins respecter les normes. Et à défaut, vous essayez. Le coup du Félix le chat avec les crochets, je l'ai essayé hier sur mon serveur perso. Il m'est arrivé dans la milliseconde qui suit. J'étais très content. Je me suis dit, bon, je vais pouvoir le faire le malin demain. Je sais que Postfix le gère très bien, que Dovecot le gère bien, que Courrier le gère bien, qu'Amavis aussi, Spam Assassin. On a une liste de logiciels dont on sait qu'il leur est passé ce mail à travers les pattes et que c'est passé comme une lettre à la poste, au sens propre.
Donc à partir de là, bon, je m'arrête là parce que ça me concerne pas plus que ça et donc j'ai pas cherché à en savoir plus. Voilà. Et si, en tant que développeur, notamment on a un logiciel qui s'appelle AlternC, qui est un panneau de configuration, un panneau de gestion de serveur, qui permet d'avoir facilement sous la main. Je fais le pub en passant, attends que j'y suis. J'ai mis où ma souris ? Là, qui permet de gérer notamment des adresses email et de créer des adresses email. On a fait de telle sorte que tout ce qui est à gauche de l'arrobas, on autorise tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'on peut même créer des mails qui sont invalides, mais on préfère laisser créer des mails invalides et que la personne se rende compte parce qu'elle va recevoir un bounce en disant user not found que ce mail est invalide, plutôt que d'interdire de créer un email typiquement en farsi ou en hébreu ou en chinois. Voilà. Et comme on supporte les domaines en IDN, on sait qu'on est susceptible d'avoir des domaines hébergés sur de l'AlternC qui soient un peu internationalisés. Donc en tant que développeur, on fait quand même gaffe, ça c'est sûr. Et merci pour cet article, il est bien. Lisez-le. Moi j'avais une autre question. Tu nous as sorti toute une liste de logiciels que je suppose que tu as fait fonctionner toi-même. Donc je voulais savoir si nous qui nous auto-hébergeons, donc on s'attend pas à plus de 100 mails par jour, si on doit prendre un Raspberry Pi ou si on doit prendre un serveur avec énormément de cœur. Alors ça c'est une réflexion qu'on fait depuis longtemps avec notamment Alban Cromer qui est un des gars du TMP Lab à Choisy et avec Guillaume aussi et avec plein d'autres gens où on parle d'auto-hébergement où on essaie de comprendre un peu l'écosystème de l'auto-hébergement. C'est bien de s'auto-héberger. Pour nous, l'étape ultime, finale, totale, l'étape au-delà duquel on ne voit pas où on peut aller, c'est d'avoir une Raspberry Pi chez soi. Parce que c'est bien, ça consomme 5 watts, ou même moins. Quand ça fait rien, ça consomme 2 watts. Donc c'est vraiment pas mal. En termes d'écologie, ça n'a pas le truc qu'on nous dit souvent de dire ouais, mais si chacun a un serveur chez lui, ça va être horrible, machin. Pas tant que ça. Il y a le côté énergie grise de fabrication, donc c'est un autre problème. Mais bon, soit. Par contre, ça, en termes de, et ça veut dire que tu es chez toi, son mail est chez toi, donc tu as vraiment ton mail sous les yeux, genre il n'est pas ailleurs. Tu peux faire du chiffrement pour le chiffrer le disque dans lequel il est. Tu peux utiliser du TLS. Tu es sur un accès internet qui est le tien. Enfin, tu vois, tu contrôles la chaîne de bout en bout. C'est chouette. Sauf que entre ça et Gmail, il y a toute une gradation possible de chemin à parcourir. Et donc, ce qu'on est en train d'essayer de déterminer, c'est tout le chemin qu'on peut parcourir entre Gmail et la Raspberry Pi chez soi. Et on pense que les premières étapes, le plus dur, en fait, c'est de faire franchir aux utilisateurs les premières étapes d'autonomie vers cet auto-hébergement. On ne demande pas aux gens de finir par tous avoir leur Raspberry Pi chez eux. C'est une connerie. Parce que 99% n'y arriveront jamais. À raison, on ne peut pas tous être experts en gestion de MTA propre. Par contre, inviter les gens à prendre un nom de domaine, c'est pour nous le b.a.-ba. Enfin pour moi en tout cas, le b.a.-ba. Si vous n'avez pas votre nom de domaine, vous allez un jour le regretter. Parce que on se fait taper sur les doigts, ouais, et on va aller ailleurs, on va se faire retaper sur les doigts. Super. Si vous avez un nom de domaine, on ne peut plus vous taper sur les doigts. C'est-à-dire que c'est votre nom de domaine. Hébergez-le après où vous voulez. Ça peut être chez Gandhi qui va vous le faire en 2 clics. Ça peut être chez n'importe quelle association, genre l'Autrenet, qui va vous héberger aussi ça sans problème pour une petite cotisation annuelle de 23 €, qui peut vous héberger plein de noms de domaine et des centaines d'adresses email, en plus de votre site web et de votre blog, etc. Donc c'est vraiment pas difficile aujourd'hui. Donc pour nous, la première étape, c'est le nom de domaine. La deuxième, c'est de trouver un hébergeur en qui on a confiance, avec qui on s'entend bien, qui ne soit pas un major. Typiquement, votre nom de domaine, ne le mettez pas sur gmail.com en nom de domaine hébergé en mail, parce que vous allez le regretter. Je connais beaucoup de gens qui, avec les révélations d'Edward Snowden, regrettent d'avoir mis leur mail chez Gmail. Et ceux qui ne regrettent pas et qui auraient dû, suite aux révélations d'Edward Snowden, n'ont pas toute ma considération. Mais voilà, c'est donc. Après, il y a des gens qui sont chez Gmail et qui sont très contents. J'ai plein de clients qui sont chez Gmail, ils veulent pas venir dans ma boîte parce que juste le mail, ils savent que chez Gmail, c'est juste boîte noire et ça marche. Ils ont raison, ça marche. Juste, si on a un écosystème qui est monopolistique, il va poser des problèmes. Notamment en termes de liberté d'expression, de vie privée, d'autonomie, etc. Donc, prenez un nom de domaine, hébergez-le soit chez votre fournisseur de nom de domaine, soit chez une petite assoce, soit dans un prestataire local. Voilà, faites ou créez votre boîte. C'est tout bête, créez votre structure. Aujourd'hui, je suis gérant d'une boîte de 6 personnes qui fait un peu plus de 400 000 € de chiffre d'affaires annuel. Cette boîte a démarré en 2008 son business sur on avait un serveur où on auto-hébergeait nos services à nous et on a commencé à héberger d'autres gens. Et aujourd'hui, c'est une SARL fleurissante. Et juste, on a monté en compétence
parce qu'on voulait s'héberger nous-mêmes, et aujourd'hui on a monté notre boîte. Et ça marche. Et on est super content, et on fait du chouette boulot, et on adore ça. Voilà. Donc on veut essayer de donner des exemples à suivre de prise d'autonomie des utilisateurs, des entrepreneurs, et de tout un chacun. Voilà. Normalement c'est allumé. Oui, pour ça, vous avez un site qui s'appelle contrôle-tes-données.net qui a un certain nombre de tutoriaux qui expliquent comment déposer son nom de domaine avec des beaux screenshots de chez Gandhi, de chez OVH, qui montrent les différentes étapes pour déposer son nom de domaine, paramétrer les DNS et autres. Sinon, j'avais une petite question, remarque. J'étais dans ma boîte, on utilise beaucoup de produits Microsoft, et un jour, je discutais en interne, et on me disait, mais il faudrait qu'on puisse annuler des mails qui sont partis, parce que je voulais envoyer un mail, enfin j'ai envoyé un mail à un client, et en fait, je me suis planté, j'ai pas mis les bonnes informations. Et je dis, bah ouais, mais non, c'est pas possible, les mails ils sont partis, ils ont été déposés sur la machine distante, et puis bah terminé, enfin tu peux pas ramener un courrier qui est déjà parti. Et là, le gestionnaire du réseau me dit, mais si, c'est possible. Exchange le permet. Oui. Voilà. Alors Exchange ne le permet pas. J'ai été administrateur Exchange en 2001 chez Fiat. On avait aussi un Lotus à l'époque. On avait aussi du MS Mail. On avait un mainframe avec des terminaux en port série. On avait 5 systèmes de mails différents qui devaient cohabiter. Le mec avant moi a pété les plombs, j'ai pris sa place, j'ai tenu un an, j'ai pété les plombs, je suis parti. Exchange le permet. J'ai été admin Exchange 1 an. On avait régulièrement des demandes de « Ah, j'ai envoyé ce mail-là, est-ce que vous pouvez l'annuler ?» Si c'était envoyé en interne et que ça faisait longtemps, on pouvait quand même l'annuler parce qu'il est arrivé dans la boîte du destinataire et on pouvait l'enlever de là où il était. Il y avait des processus internes pour autoriser ou ne pas autoriser ce type de demande. Et pour les mails qui sortaient en SMTP, ils ne sortaient pas tout de suite. On pouvait choisir, on peut toujours d'ailleurs choisir un temps avant lequel le mail essaye de sortir ou pas. Et donc, ça peut être entre 2 et 10 minutes. On peut dire le mail ne sortira pas avant 2 à 10 minutes. Je ne connais pas de settings, de paramètres dans Postfix pour faire ça, typiquement. Ça peut avoir un intérêt. Honnêtement, aujourd'hui, la plupart de nos clients sont plutôt à nous dire « Ouais, pourquoi mon mail n'est pas déjà arrivé ?» Donc, si vous avez demandé à ce qu'il y ait 5 minutes de délai, on ne va pas pouvoir les faire arriver plus vite. Donc, le protocole de mail SMTP ne prévoit pas la possibilité de demander le retour d'un mail qui est déjà arrivé. Voilà. NNTP le permet, je crois. Je regarde les dinosaures. Voilà. En NTP, on peut envoyer, en fait c'est même avant NTP, c'est le format Usenet qui permet d'envoyer un message, le contrôle, cancel, mais qui va être exécuté par ceux qui veulent bien l'exécuter. Il y a toujours eu des serveurs de news qui refusaient de le faire, et d'ailleurs, par exemple, les messages dont la NSA a une copie, je ne crois pas que, par exemple, ils le virent de leur base quand tu envoies le message d'annulation. Parce que Exchange pourrait avoir un truc non standard, où tu envoies un message avec un en-tête non standard à eux, qui, si à l'autre bout c'est aussi un Exchange, il fait le truc. Théoriquement, ça serait possible. Évidemment, ça marcherait pas si à l'autre bout c'est un postfix. C'est comme ça que fonctionne Exchange. Il a un système d'envoi de messages d'annulation parce que ça fonctionne y compris entre 2 exchanges qui parlent le langage Exchange interne à Exchange. C'est pas du mime, mais ça existe entre Exchange en fédération dans l'arbre Active Directory. Ça fait mal d'en reparler, mais. Il doit y avoir des utilisations intéressantes de ça du point de vue sécurité. Donc ça veut dire qu'on peut supprimer des messages sur un serveur distant comme ça. C'est assez cool ça. Oui, oui. Il y a des gens qui n'assument pas, c'est tout. D'autres questions? Yvan. Oui, bonsoir. J'ai 2 questions en fait qui portent sur évidemment quelque chose qui n'a pas été traité ce soir puisque c'est la partie de l'avenir du mail. Donc c'était gardé pour la fin. Ma première question porte sur une initiative dont tu nous avais fait état il y a quelques mois concernant le traitement des spams et l'envoi évidemment des informations, des bonnes informations à la CNIL. Donc savoir où en était ce projet de façon à pouvoir un petit peu s'occuper des personnes qui régulièrement spammaient un peu tout le monde.
et que derrière, effectivement, il y a quelque action qui puisse être entreprise. Un vieux rêve qui date d'il y a 15 ans, hein, je vous rassure. Alors, on n'y arrivera pas. Hein. J'ai une deuxième question. Je peux répondre à la première ou... Bien sûr. Voilà. Alors, la première, ça, c'est un projet que j'avais commencé l'an dernier qui s'appelle le B-Spam. Spamker, pardon. J'ai piqué le nom à Nat Makarevich, que je remercie à qui j'ai pas demandé. Donc, bon, bref. Spamker, c'est comme spank, ça veut dire donner la fessée, et spamker, donc c'est donner la fessée aux spammers. L'idée, c'est de remonter les filiales, c'est-à-dire de prendre les gens qui vendent et achètent des fichiers pourris en général, qui vous spamment sans autorisation, et surtout les sociétés francophones qui font ça parce qu'elles sont basées en France, parce qu'on peut les attaquer vis-à-vis de la CNIL. Et que c'est ceux que j'arrive pas à filtrer en plus, donc c'est bien. On peut, mais il y en a qui s'accrochent vraiment. Et donc l'idée, c'était de faire jouer la loi de 78, demander des données personnelles me concernant, y compris mon mail d'abonnement, puisque je suis censément abonné à votre fichier, et qu'ils répondent jamais, aller porter plainte à la CNIL et espérer qu'ils fassent quelque chose. Aujourd'hui, et a priori c'est parti pour durer, vu que Madame Falk-Pierrotin a été réélue pour un 3e mandat à la CNIL, on est parti. Leurs ennemis jurés aujourd'hui, c'est pas ces gens-là, c'est pas ces foultitude de petites sociétés qui achètent des fichiers de 6 millions de mails à $1000 le bout. C'est Google, Facebook, Amazon, Apple, les exploitants de données personnelles, Twitter et compagnie. Les gros machins américains. Comme c'est leurs ennemis déclarés, ils ne regardent donc pas ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, la CNIL ne fait rien dans ce domaine-là, puisque leurs décisions sont publiques, donc on regarde leur site, on voit qu'il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai commencé un petit soft de remontée des spammers pour revoir dans le DNS, le reverse DNS, à des trucs genre Bing, qui permet de voir qu'est-ce qu'il y a comme domaine hébergé sur une IP. Donc de voir s'ils ont un domaine bidon pour faire des pubs, de machins, d'abonnements. On voit aussi d'autres domaines à eux. Et on voit aussi, par exemple, le domaine de la boîte, donc on arrive à remonter la boîte qui est derrière, etc. Ce qu'il y a, c'est que je me suis arrêté net au bout d'un moment parce que j'ai besoin d'un avocat ou d'une avocate. En l'occurrence, mon avocate que j'ai contactée à l'époque est partie, il m'a jamais recontacté, je l'ai relancé, elle est parvenue. Voilà, donc si vous connaissez un avocat ou une avocate qui a envie de... Oui, il y a des avocats, notamment certains connus, qui s'intéressent de très très près aux questions des informations personnelles et du spam qui sont évidemment liées. Eh ben, t'as mon mail. Voilà. Question suivante. Oui, question suivante, toujours sur l'avenir du mail. Cette fois-ci, ça fait écho à l'actualité qu'on connaît depuis juin-juillet. Et parmi tous les topics qui sont traités, bien évidemment, il y a le secret des correspondances. S'agissant du secret des correspondances, on a vite appris que certains services qui fournissaient du mail chiffré, confidentiel et qui garantissaient ça, ont été obligés de fermer. De leur propre fait, hein, pour l'exemple de l'Avabit. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, nous proposer ou nous montrer comme perspective sur des services de ce type, comme Shmail ou d'autres, par rapport à l'avenir du mail? Alors, les exemples qu'on cite souvent, il y a notamment RiseUp, qui est une association de libertariens américains qui font du mail ultra sécurisé, de confiance, tout ça. Libertaire, ok. Ils sont tout de même soumis à la loi américaine. Ils sont soumis à la loi américaine. Voilà. De même que l'Avabit a fermé à cause du fait qu'il était soumis à la loi américaine, notamment le Patriot Act. Alors, pour ce qui est de l'avenir du mail, déjà, pour revenir à l'Avabit vite fait, je ne l'ai pas là, mais je vous conseille de chercher l'interview au Parlement européen du gars de l'Avabit. Vous cherchez Parlement européen l'Avabit, il est sur le Media Kit de la Quadrature du Net sinon. Ça dure 10 minutes, c'est ultra dense, c'est ultra précis. Ça montre un peu ce qui peut arriver quand on commence à vouloir faire du mail ou de la correspondance privée. Pas juste de la correspondance privée, écoutée de partout, trouvée de partout et compagnie. C'est une interview en anglais qui est très intéressante. Alors, comme on l'a vu là, le mail, tout passe en clair, sauf si on fait du TLS, auquel cas à chaque extrémité, ça passe en clair, ça arrive en clair, et sauf si on fait du PGP, auquel cas c'est chiffré de bout en bout, sauf qui écrit à qui. Or, on a vu, notamment avec les histoires de Edward Snowden, que dès qu'on sait qui écrit à qui, quand et quel volume, ça suffit pour avoir 99% des infos dont ils ont besoin pour fliquer tout le monde et faire des écoutes massives de populations entières. Et donc créer des réseaux de personnes. Et si dans 10 ans, ils ont besoin d'attaquer quelqu'un qui pourra, pour le coup, il y a 10 ans, n'avait rien à cacher, vous savez, comme tout le monde, ma bonne dame, et ben ils ont tout son réseau, ils savent qui il connaît, depuis combien de temps, puisque ça fait 10 ans qu'ils suivent, etc. Donc si aujourd'hui vous pensez n'avoir rien à cacher, dites-vous que si dans 10 ans vous bossez pour une grande boîte, ou votre fils ou votre fille bosse pour une grande boîte, ou votre père change de boulot et se met à bosser pour une grande boîte qui a des données confidentielles, et vous allez devenir un point d'entrée pour pouvoir en savoir plus sur un tel ou une telle, ou sur vous-même, et donc prenez soin de votre vie privée dès aujourd'hui. Voilà, première chose.
Pour ça, en effet, le mail n'est pas la bonne solution aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas, sauf à être hébergé soi-même sur des infras qu'on contrôle complètement, où en gros on écrit à des gens qui sont sur le même serveur, ou alors avec qui on échange et on s'assure que les clés des TLS sont bien comme il faut. Et puis si c'est pas le cas, on refuse de causer à ce serveur-là. Voilà, ça commence à nécessiter des settings très durs. Il y a des services qui veulent aller dans ce sens-là. Mailpile, que j'ai déjà cité, a fait une levée de fonds en crowdfunding il y a quelques temps, assez importante. Ils ont sorti une première bêta, je crois, il y a quelques jours. Moi, je ne l'ai pas analysé, mais j'ai des gens en qui j'ai toute confiance, qui sont des spécialistes de Python, qui ont vu comment est fabriqué Mailpile aujourd'hui, qui m'ont dit c'est mal barré. Parce qu'ils ont zéro dépendance, ça veut dire qu'ils codent tout eux-mêmes. Or, les gens qui codent tout eux-mêmes, j'ai peur, parce que dans 5 ans, ils n'auront pas fini. Le protocole qu'ils veulent utiliser en interne, c'est pour les échanges front-end, back-end, c'est XML-RPC. Waouh, c'est pareil, c'est un vieux machin qu'on n'utilise plus trop, qui est un peu rouillé. Bon, il y a plein de petits détails comme ça, purement développeurs, qui nous font dire des petits signaux faibles, vous voyez, qui nous font dire oula, ça va prendre la bonne direction. Ça ne veut pas dire que ça va pas marcher, ça ne veut pas dire que ça va pas faire un carton et être un très bel outil. Juste pour l'instant, j'ai pas les bons signaux. Donc Mailpile veut faire ça, veut faire un webmail que vous allez pouvoir facilement héberger sur votre téléphone ou sur votre PC perso et donc faire du mail où vous êtes l'hébergeur, donc a priori pouvoir contrôler la chaîne de discussion de bout en bout. Ça nécessitera quand même d'avoir une visualisation de ce qui s'est passé dans le mail, parce que s'il faut aller voir les received pour savoir s'il y a eu du TLS avec des courbes elliptiques et savoir quelle courbe elliptique pour savoir si la conversation est vraiment privée, on n'est pas sorti des ronces. Il y a un autre projet qui est lancé pour le coup par un vieil ami qu'on connaît pour certains ici beaucoup, Laurent Chemla, qui a relancé le projet Calliope, qui s'appellera pas Calliope parce qu'il y a histoire de nom, mais qui est dans l'idée le même, qui veut faire ça. Et lui, il veut faire un logiciel libre. Et alors lui, l'idée, c'est de pas de faire un logiciel qui va permettre à chacun de s'auto-héberger parce que c'est relativement illusoire, mais qui va permettre dans un hébergement à la Gmail, mais où le but, c'est pas d'avoir 500 millions de boîtes mail, mais d'avoir 5000 prestataires qui hébergeront 500 000 boîtes mail chacun, qui fait qu'on pourra plus facilement distribuer et donc pour les services avoir des difficultés d'accéder aux mails de tout le monde, d'avoir des systèmes où toutes les sécurités sont mises au maximum, donc du TLS avec des vérifications de certificats, avec des systèmes dans tous les sens, et de pousser les gens un peu vers PGP en gamifiant, c'est-à-dire en rendant sympathique et un peu comme un jeu, un peu comme les achievements dans Foursquare ou d'autres choses du genre, sur le niveau de confidentialité et de sécurité de vos mails. Et donc cette idée sur laquelle j'ai froncé au début en disant où est-ce qu'il nous emmène, j'ai commencé à voir des mock-ups graphiques, ça donne un peu envie. Franchement, pour tous les mails et les conversations de chat que vous avez une petite barre sur le côté qui dit plus ou moins de niveau de confiance et de niveau de chiffrement et de confiance du périphérique, du mec en face, du chemin que ça a pris et tout. C'est vachement intéressant. Parce que c'est un jeu, donc les gens vont avoir envie, pour ceux qui ont envie de prendre un peu soin de leur vie privée, ils vont avoir envie de monter le score. Donc peu à peu, ils vont découvrir que c'est mieux d'avoir des contacts qui ne sont pas chez Gmail. Donc ils vont pourrir leur maman pour dire t'es gentil, ton Gmail, tu vas bouger, etc. Et oh bah tiens, pour monter à un niveau auquel je stagne, ah ouais, il faut que je passe à PGP. Ah bon, allez, je vais me renseigner sur PGP, etc. Donc le fait de rendre jouable la vie privée et la confiance et la confidentialité, pour moi, c'est une bonne direction. J'ai foncé au début, maintenant je me dis why not? Surtout que ce sera un logiciel libre, donc n'importe qui pourra utiliser ce système pour l'implémenter chez lui. Donc voilà, il y a tout un tas d'états d'esprit et il y a plusieurs projets. Je vous en cite 2 là, mais il y en a plein d'autres qui sont nés des révélations d'Edward Snowden. En l'occurrence, Mailpile existait avant, mais ça lui a donné le vent en poupe. Calliope existait avant, ça a relancé le projet. Mais en gros, voilà, on commence à avoir plusieurs projets. Là, je vous en ai donné 2, fouillez un peu, il y en a d'autres. Donc, je donne un bel avenir au mail, sachant que la plupart des projets qui font du mail de ce type, Mailpile et Calliope en étant 2 exemples, utilisent aussi nativement XMPP pour intégrer au mail les fonctions de chat, intégrer au mail la notion d'ami, de il est en ligne, il n'est pas en ligne, et aussi intègre les notions de périphérique. C'est-à-dire, il est disponible sur son téléphone, il est disponible au bureau, ou il n'est pas disponible, ou il est disponible, il ne te dit pas où, mais on va réussir à le joindre tout de suite, genre sur son téléphone, etc. Des questions ? Il n'y a plus de questions, c'est très bien. Questions ? Eh bien, je vous remercie. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Bonne soirée à vous.